Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à chercher une réponse qui n'existe même pas ? On a tous déjà vécu ça, on vit quelque chose de difficile, une rupture, un deuil, un conflit, une situation injuste, et plutôt que juste de réussir à passer à autre chose, à guérir, à apprivoiser le truc, on se rejoue la scène en boucle et en boucle. Ça nous empêche de dormir, on se refait le conflit avec tout ce qu'on aurait dû dire sous la douche, en voiture, au travail, ça nous obsède et on n'arrête pas d'y penser. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et est-ce qu'on peut faire autrement ? Bienvenue dans Psychologie de comptoir. On dit tous qu'on fait de la psychologie de comptoir quand on part dans des grandes discussions sur les comportements humains, les émotions, les relations. Et moi, je me suis toujours demandé ce que ça donnerait si une psy le faisait vraiment. Alors voilà, je m'appelle Barbara et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Installe-toi confortablement, un petit verre à la main si tu veux, et on est parti. Donc, ce fameux sujet de la rumination, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. En fait, je me suis dit que ça serait intéressant de comprendre pourquoi est-ce que notre cerveau, il nous torture parfois comme ça, à nous rejouer des scènes en boucle, à nous faire penser encore et encore à des trucs qu'on doit faire, à des trucs qu'on aurait dû faire, qu'on aurait dû dire, des actions qu'on n'a pas faites et qu'on aurait dû faire, des espèces de cercles comme ça qui tournent en boucle et en boucle dans notre tête. Pourquoi est-ce que notre cerveau il fait ça ? Et comme à chaque fois qu'un sujet m'intéresse et que je me dis tiens, je vais en parler dans mon podcast ou sur YouTube, je me dis ok, qu'est-ce que je sais moi au départ sur ce sujet, qu'est-ce que j'en pense, et puis qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux diguer sur le sujet pour en parler avec vous. Et la première chose que j'ai trouvée sur ce sujet justement, c'est que le cerveau déteste les choses inachevées. Déjà, je me suis dit what the fuck, parce que l'entièreté de notre vie, c'est plein de choses inachevées. Personne n'arrive à la fin de sa vie en se disant qu'il a absolument achevé tout ce qu'il avait commencé à un moment ou à un autre. Personne n'arrive à la fin de sa vie en se disant j'ai terminé l'intégralité des bouquins que j'ai commencé à lire, les films, les séries, tout ce que j'ai commencé à faire, je l'ai terminé. Toutes les relations que j'ai eues et qui se sont terminées à un moment ou à un autre se sont terminées avec une belle conclusion, une belle discussion. Tous les conflits, pareil, se sont bouclés de manière satisfaisante. Non, tout le monde, à un moment ou à un autre, a lancé des trucs dans sa vie qui n'ont pas abouti, qui n'aboutiront peut-être jamais, soit parce que c'est plus au goût du jour, soit parce que ça n'a pas été possible. Et c'est ok, en fait. Donc, ça, c'est la première chose sur laquelle je suis tombée. Et en voyant ça, j'ai repensé à ce film que je voyais quand j'étais enfant, ado, je sais plus exactement quel âge j'avais. Ça s'appelle Casper, le petit fantôme, je crois que c'est ça le nom du film. Alors j'espère que vous me suivrez et que vous connaissez ce film. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un film qui parlait d'une jeune fille qui déménage avec son père dans une espèce de vieux manoir, qui est un manoir hanté. Alors ça ne fait pas du tout peur Enfin pas du tout peur, peut-être qu'à l'époque ça me faisait peur, je sais pas, mais en tout cas, l'un des personnages principaux, c'est Casper, un petit fantôme qui va devenir ami avec cette jeune fille. Et Casper, son histoire, c'est que c'est un petit fantôme parce que, quand il était humain, il y a une œuvre qu'il a commencée et qu'il n'a pas achevée. Donc, le film part du principe que les fantômes sont des humains qui ont une œuvre inachevée. Et ce truc d'œuvre inachevée, en voyant ce film, moi j'adorais ce film quand j'étais jeune, ça m'a obsédée en fait. Je me disais vraiment, ok, il faut que tout ce que je commence dans la vie, je le termine. Il faut que chaque chose que j'ai envie de lancer à un moment donné trouve une fin, une conclusion quelque part. Sinon, moi aussi, je vais devenir un petit fantôme. Alors, je ne sais pas si je deviendrai un petit fantôme ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que achever tout ce qu'on commence, c'est compliqué, voire impossible. Mais alors, pourquoi notre cerveau, il fonctionne comme ça avec l'achevé ou l'inachevé ? Eh bien, tout ça se résume dans ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez. Moi, je ne le connaissais pas avant de faire ces recherches. L'effet Zeigarnik, il a été théorisé, découvert par une psychologue autrichienne, je crois. En tout cas, dans un café à Vienne, elle a observé que les serveurs du café mémorisaient parfaitement et avaient parfaitement en tête les commandes des clients en cours, mais que dès que la note des clients était payée, ils oubliaient complètement ce que les clients avaient commandé. Donc en gros, tant que la note n'était pas payée, la commande restait
en cours dans leur tête et ils la gardaient en mémoire. Par contre, dès que c'était terminé, que le client était parti, que la note était payée, pouf, ils oubliaient complètement ce qu'ils avaient servi comme commande. Déjà, c'est assez ouf, je trouve. Et ça montre bien que, en tout cas, ça a permis de comprendre que le cerveau ne ferme pas les tâches inachevées. C'est un peu comme un ordinateur sur lequel il y aurait plein de pages ouvertes. Tant qu'on n'a pas terminé ce qu'on devait faire sur l'une de ces pages, la page ne peut pas vraiment se fermer. En tout cas, c'est un peu comme ça que fonctionne notre cerveau. Et ça, c'est un truc qui existe parce que pour nos ancêtres, enfin, j'imagine que c'est la raison pour laquelle ça existe, en tout cas pour nos ancêtres, c'était un truc absolument fondamental parce que les personnes qui oubliaient une menace, ou en tout cas une tâche qui devait les protéger non résolue, ils pouvaient facilement mourir. S'ils étaient en train de fuir une menace ou de faire quelque chose pour leur survie et qu'avant de l'avoir terminé, ils oubliaient complètement ce qu'ils étaient en train de faire ou qu'ils oubliaient d'aller jusqu'au bout, ils pouvaient très facilement mourir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cerveau fonctionne de la même façon pour tout ce qu'on vit, qui ne sont pas des choses qui dépendent de notre vie ou de notre mort. Une rupture, une dispute, une situation injuste, tout ça pour notre cerveau, c'est des boucles ouvertes, entre guillemets. Donc notre cerveau le traite de la même façon qu'un truc qu'on pourrait achever comme une commande dans un restaurant ou dans un café, comme les faits et garniques. En fait, s'il n'y a pas de clôture, s'il n'y a pas d'explication satisfaisante ou de conclusion, le cerveau, il peut continuer de chercher jusqu'à trouver une forme de conclusion et d'achèvement à ce que notre cerveau perçoit comme étant une tâche, alors que c'est pas toujours une tâche. Et notre cerveau distingue pas ce qui est résolvable de ce qui ne l'est pas. Donc ruminer un truc à faire jusqu'à temps que ce soit fait, ça me paraît super utile. Par exemple, ne pas arrêter de penser à ton gâteau qu'il faut sortir du four jusqu'à temps que le four soit éteint et le gâteau sorti du four, ça me paraît super utile. Par contre, ruminer une rupture amoureuse pendant des mois et des mois, alors qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose à y faire que de passer à autre chose, là tout de suite ça devient plus handicapant. Et justement, tout ce sujet de la rumination et de pourquoi ton cerveau il n'arrive pas à passer à autre chose, il est vraiment d'autant plus prégnant et impactant quand il s'agit d'un sujet émotionnel. Mais parfois, je me rends compte, notamment au cabinet, quand je reçois des personnes qui me disent « Je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à passer à autre chose sur tel et tel sujet, il s'est passé ça, j'arrive pas à aller de l'avant, je me rejoue la scène, j'y repense. » Parfois, c'est vrai, on rumine vraiment, on n'arrive pas à passer à autre chose. Et on va en parler juste après. Mais parfois, je crois aussi qu'il est bon de rappeler qu'on n'aime pas attendre, en fait. On n'aime pas être dans l'inconfort, c'est normal, hein, c'est humain. On n'aime pas juste digérer un truc un peu désagréable, un peu ou très désagréable d'ailleurs, je dis un peu, mais c'est pas forcément minimisable. On n'aime pas ça, du coup, on se dit très vite, ok, je suis en train de ruminer, ça va pas, il faut vite que je passe à autre chose. Alors déjà, premièrement, plus tu te dis, il faut pas que j'y pense, il faut que je passe à autre chose, et plus tu essayes de te forcer à passer à autre chose, plus c'est difficile de le faire, hein. C'est comme ce truc de essaye de ne pas penser à un ours blanc, tu vas forcément penser à un ours blanc. C'est pareil avec, par exemple, une rupture amoureuse. Plus tu vas te dire, ok, il faut que j'arrête d'y penser, il faut pas que je pense à cette rupture, faut pas que je pense à cette rupture, tu es en train d'y penser, en fait. Et je crois que, comme je disais juste avant, faut pas confondre la rumination avec juste le fait de digérer un truc désagréable qui nous est arrivé. Si demain, tu fais un entraînement sportif intense, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas pas te remettre à faire un entraînement sportif intense. Tu vas manger, prendre une douche, dormir, reposer tes muscles, t'étirer, je sais pas. En tout cas, tu vas récupérer. Et c'est la même chose avec nos émotions. Parfois, on a tendance à se dire, ok, bon, c'est une émotion, c'est un truc invisible, un peu intangible, donc c'est bon, une fois que je l'ai vécu, cette émotion, je passe à autre chose. Parfois, oui, et parfois, c'est très difficile de passer à autre chose d'une émotion, justement. Parce que ça demande un petit temps de digestion, un petit temps de récupération, exactement comme pour un effort physique. Un truc vécu émotionnellement peut demander du temps de récupération, de digestion. Donc, au-delà de la rumination, parfois, dis-toi juste que c'est normal et que c'est un temps nécessaire pour ton cerveau, ton système nerveux,
de digestion d'une émotion. Mais au-delà de ça, effectivement, ça arrive que notre cerveau, il nous fasse ruminer. Et j'ai trouvé deux cas de figure où c'est particulièrement intéressant parce que ça dépend pas que de ce fameux truc de le cerveau déteste l'inachevé, ça dépend aussi d'autres choses. Le conflit, déjà. Dans une situation de conflit, on ressent généralement de la colère. Et la colère, comme toutes les émotions, elle nous donne une info. La colère, son information, c'est que une limite a été franchie. Il y a un truc qui va pas, on se met en colère parce que le but de l'émotion, c'est de nous remettre dans un état où nos limites sont respectées, personne ne dépasse les bornes et c'est safe pour nous. Donc la colère, c'est une sorte de signal d'alarme. Quand on est dans un conflit, soit on arrive à utiliser ce signal, à utiliser cette colère, donc ça ne veut pas forcément dire frapper dans un mur et insulter la personne en face de nous, ça peut simplement être d'utiliser cette colère pour remettre ses limites, dire stop à la personne en face de nous ou à la situation qui nous arrive ou autre. Mais parfois, soit parce que socialement ça se fait pas, la colère c'est pas un truc qui est très bien vu, surtout en tant que femme, soit parce qu'il y a un rapport de force, soit parce que des fois on est dans des contextes où on peut pas vraiment s'énerver. Si quelqu'un de ta belle famille t'énerve, dépasse tes limites, ça peut être très difficile de replacer tes limites et d'utiliser sainement ta colère, parce que c'est un groupe social avec qui tu as plutôt intérêt à bien t'entendre, donc tu peux avoir tendance à pas trop dire ce qui va pas. Donc parfois, cette colère, on n'arrive pas à l'utiliser. On ne peut pas utiliser l'alarme que la colère nous pousse à utiliser parce que ça se fait pas ou parce qu'on n'y arrive pas, tout simplement. Dans ces cas-là, l'alarme, elle continue de tourner. Et c'est ça qui nous fait ruminer, en fait. Le fait de tenter de supprimer une émotion, de se dire « Ok, là, je me sens en colère, mais je peux pas l'exprimer parce qu'en fait, ça se fait pas ou parce que... je parlais de la belle famille, ça peut être ton boss, tu vois. Ton boss se met à t'énerver, à dépasser tes limites. Tu pourrais t'énerver, mais tu le fais pas parce que tu te dis qu'il y a un rapport de force et que ça va te mettre ton job en danger. Le fait de ne pas exprimer cette colère, ça fait que tu reviens à la camoufler, à la foutre un peu sous le tapis. Et le fait de faire ça, d'essayer de supprimer une émotion, généralement, ça vient... ce qui vient juste après, c'est de la rumination. Donc, c'est chiant. Mais souvent, c'est aussi comme ça que ça se passe dans les conflits où on n'a pas pu exprimer ce qu'on voulait. C'est pour ça, entre autres, qu'on se retrouve sous la douche ou en voiture ou n'importe quand, même le soir en essayant de dormir, à se dire « Putain, c'est ça que j'aurais dû lui répondre. Et quand elle m'a dit ça, j'aurais dû lui dire ça. Et lui, quand il m'a regardé de telle façon, j'aurais dû réagir de telle manière. » Et c'est des bons moyens de s'entraîner à avoir plus de répartie. Mais en vrai, il ne faut pas trop s'en vouloir non plus d'avoir ces réponses-là a posteriori, parce que parfois, souvent même, socialement, c'est hyper socialement, c'est hyper difficile de réagir de la façon dont on aurait... ma phrase va pas être française. J'espère que vous comprenez mon idée. Socialement, c'est très difficile de réagir comme on le voudrait et comme ça nous arrangerait le plus, parce qu'il y a plein d'histoires de hiérarchie, de codes sociaux, de codes moraux, de ce qu'on s'autorise à faire ou pas. Donc, souvent, on se retrouve avec notre émotion sous le bras à se dire « Bon, putain, super, je me sens hyper énervée, mais je peux rien en faire. » Donc, c'est là. Et bien souvent, ça rumine. Donc, vraiment, mon petit conseil, n'hésitez pas à continuer de faire ça sous la douche, à vous faire les discours que vous auriez aimé tenir. Sur le coup, on peut avoir tendance à se dire qu'on est un peu ridicule et que ça sert à rien. Ça peut vraiment aider. Et ce qui peut aider aussi, c'est a posteriori, si on le peut, d'exprimer ses limites à la personne qui nous a mis en colère et avec laquelle on a vécu un conflit inachevé, du coup. Si c'est possible, évidemment. Et le deuxième exemple sur lequel il y a souvent de la rumination, et c'est hyper normal, c'est les ruptures. Alors, les ruptures amoureuses, bien sûr, mais pas que. Il y a un style de rupture dont on ne parle pas beaucoup, qui pour autant est dévastateur, c'est les ruptures amicales. Mais ça pourrait carrément être l'objet d'un autre épisode. Là, en l'occurrence, je vais parler des ruptures amoureuses. Dans le cadre des ruptures amoureuses, il y a évidemment la rumination qui est liée au fait que c'est très dur d'avoir une conclusion, une fin qui nous convient et qui convient à l'autre. On est deux parties, tout le monde n'a pas envie ou besoin de la même chose, et puis il y a souvent de la colère, de la tristesse, de la nostalgie qui se mêle un petit peu à tout ça.
Déjà, très difficile d'avoir une clôture, donc sentiment d'inachevé pour le cerveau. Mais il y a aussi 2 autres raisons qui font que les ruptures amoureuses créent ce truc de j'arrive pas à passer à autre chose et je rumine. Déjà, le sevrage, un peu comme une personne, enfin c'est pas un peu, c'est vraiment ça, comme une personne qui est addicte à une substance, quand on se sépare de quelqu'un qu'on aimait et que on se retrouve en manque de cette personne, les zones du cerveau qui s'activent sont les mêmes que chez une personne dépendante d'une drogue. Donc c'est pour ça que les ruptures amoureuses, elles peuvent être hyper douloureuses, et pas que psychologiquement, même physiquement. Parfois, on ressent vraiment de la douleur physique. C'est lié à ça. Et il y a également une autre raison qui fait que c'est hyper difficile de passer à autre chose dans ce genre de situation, c'est la perte d'un morceau de son identité. Ça peut paraître un peu extrême dit comme ça, mais en fait, surtout quand on a passé beaucoup de temps avec quelqu'un ou qu'on a construit beaucoup de choses avec la personne et qu'on se retrouve sans cette personne, ce qui est très difficile, c'est que tout le temps qu'on a passé avec cette personne, on s'est construit une partie de notre identité avec notre partenaire. Le jour où cette relation s'arrête, ça vient fracturer cette partie-là de notre identité. Donc, ça demande de complètement remettre en question que va devenir cette partie-là de notre identité. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe plus? Est-ce qu'elle va exister avec quelqu'un d'autre un jour? Est-ce qu'elle va exister seulement pour nous-mêmes? Et ça peut être très douloureux. Et ça peut surtout prendre beaucoup de temps à se reconstruire. Mais évidemment, ça dépend de chaque personne. Donc, si tu vis une rupture amoureuse, sache que c'est normal que ça prenne du temps et que c'est normal si c'est douloureux et que tu vas y arriver. Mais c'est logique que ton corps, ton cerveau, ton système nerveux, tout ait besoin de digestion et de reconstruction, finalement. Et souvent, d'ailleurs, les ruminations, c'est un truc qui s'empire la nuit. Ça, c'est un truc qui est particulièrement injuste, mais je pense que c'est quelque chose qu'on remarque tous et toutes. Il y a des situations de nos vies où on le ressent encore plus que d'autres, ce truc de j'arrive pas à passer à autre chose et je rumine et tout ça. Et la nuit, c'est encore pire, déjà parce qu'il n'y a pas de distraction. T'es dans le noir, t'essayes de dormir, de chasser tes pensées, donc c'est là qu'elles reviennent au galop. Et en plus, plus tu es fatigué, moins tu te régules bien. Et la nuit, généralement, c'est là que tu essaies de dormir, donc c'est là que tu es vraiment fatigué. Donc c'est encore plus dur de bien se réguler dans ces moments-là. Et puis il y a la question du sens. On l'a évoqué vite fait, mais en fait, ce qui est très difficile dans les ruptures et dans les conflits et dans toutes les situations qui donnent un goût d'inachevé à notre cerveau, c'est le fait qu'on n'arrive pas à mettre de conclusion ou qu'on n'arrive pas à trouver du sens. J'avais entendu un jour une métaphore, je sais plus du tout où est-ce que je l'avais entendue, qui disait si tu nages dans la mer ou dans l'océan et qu'un requin te mord, est-ce que tu retournes sur le rivage te soigner ou est-ce que tu vas nager en direction du requin pour le retrouver et lui demander mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Et je trouve que cette métaphore, elle est parlante. Effectivement, elle te fait te dire, bah oui, c'est vrai que je ferais mieux de retourner sur le rivage plutôt que de courir après ce goddamn requin. Mais je trouve aussi qu'elle minimise pas mal le fait que, déjà, on n'est pas des requins et qu'on est des êtres qui avons besoin de sens. Et elle fait un peu culpabiliser aussi cette métaphore parce qu'elle fait partir du principe que ce serait facile, en fait, de juste passer à autre chose, se dire, ok, on m'a blessé, mais c'est pas grave. Je vais penser mes blessures et je passe à autre chose. Souvent, c'est très difficile de fonctionner comme ça. Et voyons donc pourquoi. On a déjà un peu vu pourquoi d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue sens, en fait, on peut effectivement émotionnellement avoir besoin de digérer le truc, ressasser, ruminer aussi parce que le cerveau, il n'aime pas quand il n'y a pas de clôture, mais aussi parce qu'il y a un besoin de sens. Et tant que ton cerveau ne trouve pas un sens, une explication ou un truc logique par rapport à ce qui t'est arrivé, il peut dépenser beaucoup d'énergie à tourner et retourner le truc dans tous les sens jusqu'à temps d'y trouver un sens et donc une clôture.
toutes ces questions de pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça, pourquoi est-ce qu'elle est partie, pourquoi est-ce qu'ils m'ont traité comme ça, pourquoi est-ce que ça me tombe dessus à moi. Et parfois, on peut se dire que du coup, tous ces pourquoi demandent une réponse, que le cerveau en fait aurait besoin d'une réponse pour passer à autre chose. Et en fait, pas toujours. Parfois, c'est pas tellement une réponse que le cerveau y cherche, pas tellement ça dont il a besoin. C'est une forme d'intégration de ce qui s'est passé. En fait, quand tu vis un truc difficile, ça vient bousculer ta vision du monde, tes croyances. Et le cerveau cherche pas forcément un pourquoi, mais cherche plutôt à intégrer le truc. Par exemple, si demain tu te fais agresser dans la rue, ça vient complètement chambouler une vision du monde où tu as le droit de te balader dans la rue en toute sécurité et qu'il t'arrivera rien de grave, ce que je souhaite à l'intégralité de l'humanité. Malheureusement, on ne peut pas en être sûr. Mais ça vient chambouler, ça peut venir chambouler ce truc-là, ça peut venir chambouler plein d'autres trucs, évidemment. Je donne un exemple. Donc, pour ne pas que ta vision du monde s'effondre, ton cerveau a besoin de cohérence, a besoin d'intégrer cet événement dans tes croyances, ta vision du monde, pour continuer à fonctionner normalement. Donc, ça pourrait être, par exemple, intégrer l'événement, le digérer, à nouveau, ça peut prendre du temps, pour retrouver une forme de notion de sécurité. Je peux quand même être en sécurité quand je me balade dans la rue. Cet événement m'est arrivé, ça a été horrible, mais je peux malgré tout continuer d'être en sécurité dans la rue. Donc, parfois, c'est pas vraiment une explication, c'est pas vraiment pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça, pourquoi ça m'est arrivé, mais plus, ok, c'est arrivé, je le classe quelque part, et je peux continuer d'aller de l'avant. Donc ça, c'est un truc qui prend du temps, et qui peut demander de l'aide, d'aller voir quelqu'un qui peut nous aider à digérer le truc, à intégrer ce qui s'est passé, et continuer d'avancer librement dans la vie. Et puis parfois, ce qui est très dur, c'est que, on le disait tout à l'heure, ce truc de sous la douche, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, etc. Ça nous fait souffrir doublement, parce qu'on se refait le film dans une version, une meilleure version, avec ce qu'on aurait dû dire et ce qu'on aurait dû faire. Et ça vient d'un biais cognitif. Alors les biais cognitifs, je sais pas si c'est un truc que tu connais. En gros, les biais cognitifs, c'est des espèces de petits raccourcis que prend ton cerveau pour te faire gagner du temps et de l'énergie. Parfois, c'est hyper utile et ça te fait effectivement gagner du temps, parce que si ton cerveau devait constamment analyser au même niveau, au même plan, tout ce qui t'entoure, on aurait beaucoup de mal à fonctionner parce qu'il y a trop d'infos qui nous viennent. Donc les billets, ils servent à nous faire économiser de l'énergie et du temps. Parfois c'est super et parfois ça nous fait avoir des conclusions un peu hâtives. Et donc il y a un biais qui s'appelle le biais rétrospectif, qui est une tendance de notre cerveau à surestimer a posteriori notre capacité à prédire un événement. En gros, il t'arrive un truc désagréable, par exemple, et par exemple quelqu'un te trahit. Eh bien, a posteriori, une fois que la personne t'a trahi, tu vas te dire « j'aurais dû m'en douter ». J'aurais dû le savoir, il y avait tel et tel signe qui aurait dû me faire penser que cette personne était un Judas. Et donc, on s'en veut de ne... déjà, on est triste ou énervé ou autre de la situation, mais en plus, on se fait souffrir à se dire « j'aurais dû le savoir, j'aurais dû m'en douter ». Et donc, on passe le film en regardant tous les petits détails qui auraient pu nous mettre la puce à l'oreille et nous faire nous dire « ah oui, cette personne va me trahir, c'est sûr ». Et ça s'accompagne d'autres choses qui s'appellent la distorsion de la mémoire. On se souvient pas bien de ce qu'on pensait vraiment avant l'événement. Donc tu peux déjà te dire « ah non, mais j'aurais dû m'en douter », mais en plus te dire « je crois qu'en fait je le sentais un peu ». Alors qu'en fait pas du tout. Hein. Mais tu peux avoir tendance à te dire « non, au fond je le sentais un peu, je me demande même si je l'avais pas déjà dit à quelqu'un que cette personne je lui faisais pas totalement confiance, etc. » Alors, c'est des biais cognitifs, c'est des façons dont fonctionne notre cerveau pour nous être utile à plein d'autres endroits, mais dans ces cas précis, méfiance, parce que ça te fait souffrir 2 fois plus et ça discrédite la version de toi, le toi d'il y a quelques jours ou quelques semaines qui a vécu le truc et qui n'en savait rien en fait.
qui savait pas qu'il devait se méfier, qui savait pas qu'il devait agir autrement, faire confiance, ne pas faire confiance. Donc, ayons conscience aussi, après les faits, quand on vit un truc désagréable qui nous fait ruminer, que c'est notre cerveau qui nous joue un tour à nous faire croire que on aurait dû savoir, qu'on aurait dû se méfier, qu'en fait on le savait un peu, mais qu'on a été vraiment un petit peu... qu'on s'est un peu laissé aller ou qu'on a trop fait confiance. Non, en fait, parfois oui, mais c'est aussi un biais de notre cerveau de nous faire croire que on aurait dû s'y attendre et qu'en fait, on le savait un peu, mais qu'on a été bien gentil de laisser passer ça sous le radar. Donc, gardons-le en mémoire pour ne pas se flageller d'un truc. Tu peux avoir vécu un truc complètement absurde, complètement injuste, pas de ta faute, que personne d'autre que toi n'aurait su comment réagir. Ma phrase n'est pas du tout française. Tu peux vivre un truc horrible et en fait te dire mais personne n'aurait su faire mieux que moi. Il n'y a pas de monde où j'aurais pu faire mieux avec les armes que j'avais à ce moment-là. Donc, petit conseil, même si j'ai hésité à me noter des petits conseils sur cet épisode parce qu'en vrai, c'est un truc qu'on vit tous et il n'y a pas vraiment de conseils à appliquer, mais il y a des petits trucs qui peuvent faire du bien si tu sens que tu rumines des trucs ou à garder dans ta besace pour un jour où tu sens que tu rumineras des trucs. Déjà, par rapport à ce que je viens de dire là, rappelle-toi que tu regardes le passé avec tes lunettes actuelles. Et ça, c'est vrai pour tout. Tu regardes ce qui t'est arrivé avec tout ce qui est à portée maintenant. Donc, tu as beaucoup plus d'infos, tu as beaucoup plus de notions aujourd'hui que tu n'en avais quand tu as pris ta décision avant. Donc, accorde du crédit à la version de toi qui a pris la meilleure décision possible et qui a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait au moment où l'événement est arrivé. Et puis, si ce que tu rumines, on n'en a pas beaucoup parlé, mais parfois ce qu'on rumine, c'est simplement des tâches, c'est des trucs à faire, et on se le rejoue en boucle encore et encore. Si c'est ça qui t'arrive et que c'est pas un truc très émotionnel, mais plus juste des choses à faire, tu peux te les noter et les planifier. C'est un truc dont je parlais dans l'épisode sur la procrastination, mais en fait, le fait de planifier quelque chose, de le noter à une date dans ton agenda, déjà, psychologiquement, ça apaise un peu parce que tu sais que tu l'oublieras pas, et ça offre un petit peu d'apaisement à la part de ton cerveau qui a besoin de choses achevées. Donc, ça peut être un petit tips si tu le fais pas déjà. Et pour moi, le truc vraiment à faire que moi, je conseille tout le temps aux gens que j'accompagne et que je fais moi-même très souvent parce qu'en fait c'est ultra utile, c'est de t'offrir des clôtures à toi-même. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Pour moi, le truc qui marche le mieux, c'est d'écrire une lettre aux gens à qui tu n'as pas pu dire des trucs que tu aurais besoin de dire. Donc, ça peut être des trucs très récents, ça peut être des trucs très anciens. Et le but, c'est pas du tout d'envoyer la lettre à la personne. Tu peux le faire si tu as envie, mais le but de l'exercice, c'est de t'offrir une clôture à toi. Donc d'écrire une lettre à la personne qui t'a fait vivre un truc dégueulasse, désagréable, qui t'a trahi, ou juste avec qui t'as eu une petite altercation. Peu importe. Mais d'écrire cette lettre et de laisser émotionnellement venir tout ce qui a besoin d'être là. Prends le temps de le faire, ça peut être un exercice assez intense. D'ailleurs, t'es pas du tout obligé de le faire seul, tu peux demander de l'aide à quelqu'un pour le faire. Mais c'est généralement quelque chose qui fait beaucoup de bien. Prends le temps de l'écrire à la main, sur du papier, et de laisser venir tout ce qui te vient. Parfois, on a l'impression comme ça de se dire non, mais je vais pas faire de lettre parce que j'ai bien en tête tout ce que j'aurais voulu lui dire à cette personne. Fais-moi confiance, quand t'écris, beaucoup de choses viennent dont t'avais même pas conscience. Et c'est quelque chose qui soulage énormément. Et puis laisse-toi du temps. Ça paraît tout bête dit comme ça, et je l'ai dit beaucoup de fois dans l'épisode, mais repense bien à toutes les fois où tu as vécu des choses où tu t'es dit « je vais jamais m'en remettre, c'est sûr, je vais y penser tous les jours de ma vie, c'est l'enfer, j'arrive pas à passer à autre chose », et où finalement, quand tu le regardes aujourd'hui, tu as réussi à passer à autre chose. Tu penses plus du tout tous les jours, de nouvelles choses très belles te sont arrivées. Donc souviens-toi de tout ce que tu as réussi à dépasser. Et dis-toi que tout ce que tu vis actuellement, ça sera pareil. Le toi de dans quelques mois, quelques années, regardera ce jour d'aujourd'hui et se dira « mais oui, regarde, on a réussi à passer à autre chose ». Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que c'était intéressant. J'ai eu du mal à savoir comment tourner cet épisode, parce que dans quel sens tourner les choses, parce que la rumination, ça peut être sur plein de sujets différents. Donc j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a touché.
En tout cas, j'étais ravie de faire cet épisode. N'hésitez pas à me donner des sujets qui vous intéressent et que vous auriez envie que je traite dans ce podcast. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans Psychologie de comptoir.